perspectives, la vision et politique du secteur minier sont là les champs édifiants qui ont été présentés et définis par Paul Mabolia, coordonnateur de la cellule technique du ministère des Mines, lors des sessions d'ateliers des évêques sur l'environnement et les ressources naturelles dans le contexte de la COVID-19. Cette conférence des tripartites entre l'État congolais, la société civile et les entreprises minières se déroule à Kinshasa du 21 au 24 juin. Avec comme thème l'Église de la RDC face aux enjeux de l'environnement et des ressources naturelles pour la protection du bassin du Congo et la sauvegarde de notre maison commune COVID-19. Chris Konga Loango, expert économiste du ministère des Mines, a commenté. Il a été question pour nous, ministère des Mines, de pouvoir éclairer les pères des églises, comment est-ce que nous gérons le secteur minier, quelles sont nos perspectives, quelle est la vision, la politique et aussi les perspectives et les différents enjeux de notre secteur. Donc pour nous, c'était question plus de pouvoir éclairer les pères des églises pour leur dire voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous sommes en train d'entreprendre, voilà ce que la législation minière est en train de prévoir. Cet expert a par la même occasion mentionné l'intérêt de sa firme au développement intégral de la RDC. Avec la nouvelle réglementation, il a eu des nouveautés, donc des innovations, notamment dans la gestion du domaine minier. Il y a eu des innovations, plusieurs piliers, notamment 6. Donc, et ce sont ces différents piliers qui ont été présentés pour expliciter notamment que voilà, c'est ça les innovations afin de pouvoir améliorer la rentabilité du secteur minier et que ce secteur minier puisse être notamment le moteur du développement économique du Congo. Signalons que l'objectif global et spécifique consiste à promouvoir un engagement effectif des églises locales en vue de la sauvegarde du bassin du Congo. Le gouvernement central attend reloger plus de 17 000 personnes, dont environ 3 500 maisons avaient été détruites par la coulée des laves le 22 mai à Goma. D'après les cabinets du chef de l'État, ce site sera installé vers Kibati, un village situé dans le territoire de Niragongo au nord de Goma. Il comprendra un point d'adduction d'eau, un dispensaire éphémère et des abris. Selon le bureau de la commune rurale de Kibumba, environ 2781 ménages de personnes déplacées de l'éruption volcanique de Goma ont été enregistrés depuis le 28 mai. Les sites qui ont été ravagés par le volcan ne doivent plus être occupés par la population. Nous devons tirer les leçons de l'éruption de 2002 et celle de 2021 pour que plus jamais nos populations ne soient si proches du danger. Entre-temps, le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié HCR continue à évaluer la situation des personnes déplacées ayant perdu leurs biens et la tendance de mouvement de population de la commune rurale de Kibumba dans le groupement des Kanyabanyonga et le territoire de Lubero. À Goma, des organisations humanitaires continuent d'approvisionner en eau potable les quartiers nord et nord-est de la ville de Goma dont le réseau de distribution d'eau a été endommagé lors de l'éruption volcanique. Chaque jour, 105 333 personnes bénéficient des 730 mètres cubes d'eau transportés par les camions-citernes. Après avoir reçu des graves constats de mauvaise gestion au sein de certaines entreprises, le cabinet du président de la République a instruit les ministres à prendre des mesures nécessaires pour mettre hors état de nuire les auteurs de la mauvaise gouvernance dans les secteurs publics et privés de leur ministère. Motivé par cette annonce, le ministère des hydrocarbures, par son secrétaire général, a mis fin au contrat de partage de production entre la République démocratique du Congo et l'association Capricat et Forel de Dan Gertel en vertu de l'article 35 et 153 de l'ordonnance numéro 67/416 du 23 septembre 1967 portant règlement minier. Des experts estiment que ces gisements de pétrole situés sur la partie congolaise du lac Albert, proche de la frontière avec l'Ouganda, contiendraient plus d'1 milliard de barils de pétrole. Selon les dispositions de ce contrat, la production était partagée à la hauteur de 45%
pour la République démocratique du Congo et 55% pour les contractants sur les hydrocarbures liquides produits, soit des 40% pour la RDC et 60% pour les deux sociétés. Sur fond des conclusions de l'Inspection générale des finances, IGF, dénonçant de graves constats de mauvaise gestion au sein de certaines entreprises, des établissements et services publics, instruit les ministres sectoriels concernés à prendre des mesures conservatoires nécessaires en vue de mettre hors d'état de nuire les auteurs de cette mauvaise gouvernance. Le cabinet du président de la République tient à préciser que l'édiction des dites mesures se fera suivant un cadre opérationnel qui sera défini par le cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en concertation avec le cabinet de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. En conformité avec les articles 245 et 25 de ce contrat, le ministère attend acquérir les copies de documents originaux et échantillons relatifs aux travaux pétroliers, y compris toutes les informations et les données techniques sur le support électronique relatif aux blocs 1 et 2 du Greben Albertine, ainsi que l'appurement de toutes les charges liées au contrat. L'appui à la construction et les cas échéants à la réhabilitation de centres de dépistage et de traitement, l'approvisionnement en médicaments ainsi que l'organisation des états généraux pour cerner le contour de lutte contre cette maladie sont des initiatives qui ont été prises à l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose célébrée ce samedi 19 juin à Kinshasa. Cet événement avait réuni le membre du ministère de la Santé publique, le représentant du ministre de la Recherche scientifique et de la coopération bilatérale et multilatérale, ainsi que le représentant des ONG de lutte contre la drépanocytose. Du point de vue épidémiologique, nous avons plus de 50 000 enfants qui naissent de la drépanocytose. Et nous dirons, en tant que programme représentant du ministère, nous disons que nous devons lutter contre cette maladie comme le programme le dit. Et notre lutte, c'est dans beaucoup de secteurs. Nous commençons d'abord par la sensibilisation. Nous devons dépister et après dépistage, nous devons passer à la prise en charge et au suivi de ces enfants ou de personnes qui seront SS. 100 ans après sa découverte, cette maladie chronique nécessite une prise en charge précoce et un suivi régulier. Selon les scientifiques congolais, la drépanocytose, connue sous le nom d'anémie SS, ne cesse de ronger et de compromettre le pays. Ils proposent que la lutte contre cette maladie passe impérativement par la sensibilisation auprès de la jeunesse par son intégration dans le programme éducatif. Aujourd'hui, je sens que les jeunes connaissent et comprennent mieux la drépanocytose. Ce qui ne suit pas, c'est le courage populaire, le courage de notre peuple de dire que réduisons cette maladie. Chez les drépanocytaires, l'éducation qui permet de prévenir la maladie se résume en règles hygiéno-diététiques, parmi lesquelles se faire consulter chaque mois au centre de santé, même en dehors de crise. Éviter les endroits mal aérés, bien se laver le corps et brosser les dents pour éviter les infections. Je crois que nous tous nous sommes interpellés puisque la drépanocytose, c'est une maladie qu'on peut prévenir. Je demande à ce que tous les mamans à la naissance puissent dépister leurs enfants pour une meilleure prise en charge. Nous devons tous être sur terrain pour sensibiliser contre la drépanocytose. Signalons que sur 5000 nouveau-nés drépanocytaires dans le monde, au moins 3000 meurent avant leur 5e anniversaire. En RDC, sur l'ensemble de la population, 25 à 30% sont hétérozygotes, donc AS, et 2 à 3% sont homozygotes, donc SS.
Les chantiers de la drépanocytose étant vastes, le gouvernement, à travers son programme de lutte contre la drépanocytose, a élaboré le protocole de prise en charge de la drépanocytose et un document stratégique pour réduire tant soit peu l'impact de la maladie à ceux qui en souffrent. Les députés provinciaux du Sud Kivu ont déclaré recevables les projets des DI portant sur la gestion et la conservation des zones humides en province du Sud Kivu. L'ancien président de la commission environnement à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, le député David Moubalama, a motivé cet édit par une mauvaise gestion des zones humides dans la province. Ces zones dont il s'agit sont les cours d'eau, des lacs et rivières qui sont la plupart mal conservés d'après l'initiateur au moment où il y a des eaux thermales qui sont très importantes. Dans d'autres pays comme le Kenya par exemple, les eaux thermales sont des lieux touristiques, mais également, une fois bien rentabilisées, elles peuvent générer des recettes qui peuvent bien gérer tout un pays. À travers ces eaux, le Kenya a généré 360 MW de courant électrique. Avec les parcs nationaux de Kahuzi-Biega, les réserves naturelles d'Itombwe, de Luama et d'Ngandia, tandis que d'autres cours d'eau et rivières, l'initiateur de cet édit pense trouver un moyen de booster l'économie de la province grâce à la nouvelle gestion des zones humides. La province de Sud Kivu fait partie de celles ayant plusieurs zones humides en RDC, avec notamment 2 lacs, dont lac Kivu et Tanganyika, des rivières Ruzizi, les parcs nationaux de Kahuzi-Biega et tant d'autres. Cet édit sur la gestion et la conservation des zones humides a fait la lutte depuis plusieurs années de la société civile environnementale et d'autres défenseurs de la nature. C'est sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, que se voit concrétiser ces projets de 28 mois de construction de la grande avenue Makanza dans la commune de Ngiringiri. Ces tronçons d'importance capitale longent les quartiers Kimbangu jusqu'au parking des Mollard dans la commune de Bondalungwa sera revêtu de sa belle robe après plus de 6 décennies. Ces projets datent de 60 ans. Nous sommes contents de cette initiative prise par les autorités du pays. La suspension de ces travaux au niveau de la direction Assosa inquiète tout de même le natif de cette entité. Nous regrettons du fait que la vitesse de ces travaux soit ralentie et nous les demandons de continuer jusqu'à Mollard. À en croire les habitants de ces coins de la capitale, les caniveaux sont construits par la société chinoise Grec 7. Reste à lever d'asphalter pour remplir également sa part. Signalons ici que Makanza traverse plusieurs directions en commençant par Elengesa, Gambela, Chaba, Assosa, Birmanie, Sayo jusqu'à ex-24 novembre.